Bonjour. Alors en cette période estivale, je vais vous parler d'un endroit que je trouve très sympathique. Le cinéma Arévi. Ce cinéma est situé près du centre-ville de Saint-Thirier. Il est ouvert tous les jours de l'année pour nous offrir une variété de films assez incroyables. Que vous aimiez les films d'art et d'essai, les comédies, les blockbusters ou les programmes pour enfants, le cinéma Arévi a tout ce qu'il vous faut. Alors pour moi, ce n'est pas juste un cinéma, c'est aussi un lieu de rencontre et de partage. On peut y rencontrer des professionnels du cinéma, on peut assister à des ateliers pour les jeunes, même participer à un festival sur l'écologie. Alors je sais que le cinéma s'engage pour l'accès à la culture pour tous, grâce à des partenariats avec certaines associations locales, les écoles, la médiathèque, le centre culturel et même le podcast. Alors qu'attendez-vous ? Venez vivre une chouette expérience au cinéma Arévi. Si ça se trouve, cet été, on s'y croisera. Merci. Bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? En allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leur crainte. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Aujourd'hui, je reçois Bertille. Bonjour Bertille. Bonjour. On va recommencer. Alors aujourd'hui, je reçois Bertille. Bonjour Bertille. Bonjour Sandrine. C'est un bien joli prénom, Bertille. Tu connais l'origine de Bertille ? L'origine, pas vraiment. Je sais que c'est un très vieux prénom. Ouais. Je crois que mes parents ils se sont inspirés de la série Jacou le Croquant. Et voilà. Ça aurait pu être Angélique Marquise des Anges. Je pense que tu... Ouais, je l'aurais plus mal vécu. Ouais, okay. Donc on va rester sur Bertille. Bienvenue Bertille. Bertille, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et de qui est composée ta famille ? Je m'appelle donc Bertille, j'ai 32 ans. Ma famille, elle est très grande, elle est très large, mais elle est constituée de mes parents qui sont... je sais même pas comment, je n'ai pas besoin de leur dire leur nom, peut-être, je vais les laisser tranquilles. Tout à fait. Et d'une sœur qui m'ont transmis une grande partie de leurs valeurs et qui m'ont permis d'avoir de la confiance quand même pour faire mes choix dans ma vie. Et en fait, je leur suis très reconnaissante. En fait, la base de ce que je suis, c'est quand même d'avoir eu un cadre dysfonctionnel, mais avec beaucoup d'amour. Donc voilà, ça c'est ma famille. Ça ressemble à quoi Saint-Paul-la-Roche ? Enfin, en tout cas, ça ressemble à quoi là où tu vis ? C'est une maison qui est à la sortie d'un bourg qui est tout petit, qui se compose de 2 rues et d'une 50aine de maisons. Ma maison, elle est toute petite et biscornue. Il y a une grande grange et il y a une vue magnifique sur la vallée, sans aucun vis-à-vis. Il y a un jardin que j'ai créé qui est vraiment très beau. Il y a des caravanes parce qu'on a été plusieurs à vivre là, et que la maison est petite. Voilà, principalement. Des hangars, bizarrement, qui tiennent en bambou. C'est un peu une maison de briques et de broc, quand même. C'est un petit paradis ou pas ? Ouais. Alors, si on parle de changement de territoire, pour toi, c'est un petit peu différent puisque tu es né à Saint-Thirier-la-Perche puisqu'il y avait une maternité, mais en tout cas, tu as grandi à Saint-Paul-la-Roche. Tu es parti plusieurs années. Est-ce que tu peux nous raconter ? Quand je suis partie ? Ouais. Mais peut-être qu'avant ça, j'ai une autre question. Tiens, c'est comment de grandir à la campagne ? Il faut avoir de l'imagination. Parce qu'il n'y a pas énorme de distractions. Moi, j'avais des parents paysans donc, qui avaient très peu de temps. À t'accorder ? Si, ils m'accordaient du temps. Ouais. Mais fallait qu'on soit bien autonome jeune. Mais tu vois, pas de vacances en famille, pas tout ça, quoi.
C'est plus les enfants qui venaient l'été. Tous les vacanciers venaient chez nous. Ah oui. Parce qu'ils accueillaient les mômes. Ils avaient l'habitude d'accueillir les enfants. Du coup, ça demande quand même beaucoup de créativité, ouais. Faut aimer et du coup, quand t'es ado, bah, ton rêve, c'est t'en aller d'ici, quand même. Tu diras rien à mes ados, s'il te plaît? Est-ce que tu as autre chose à dire sur le fait de grandir? Enfin, c'est comment grandir à la campagne? Créativité, j'entends, l'imagination, mais est-ce qu'il y a des choses qui étaient vraiment kiffantes et que tu n'aurais pas eu en ville, par exemple? De grands espaces de liberté. Moi, je partais très jeune, toute seule, à vélo, à pied, me baigner. Une fois, je dis à mes parents, je m'en vais et je suis partie à la mer à vélo. Carrément. Avec... Ça a démarré là, en fait, les aventures à vélo. J'étais partie sous-équipée, mais avec un duvet, c'est tout, sans carte, sans tente. Je me suis dit, on va à la mer avec des copains. Enfin, il y a un grand espace de liberté parce qu'il y a une pseudo-sécurité. Tu vois, il n'y a pas énorme de voitures, il n'y a pas énorme de... On se connaît un peu tous, donc du coup, il y a un truc qui est rassurant un peu. Qui peut être enfermant et rassurant. Et rassurant, ouais. Tu y allais à la mer ou pas? Ouais. Sérieux? Ouais. Cette fille est folle. Il y a combien d'habitants à Saint-Paul-la-Roche? Sur la commune, je crois que c'est 450 et dans le bourg, je crois que on est de 48. Donc si on parle de changement de territoire, pour toi c'était un peu différent. Enfin, cette histoire elle est un peu différente puisque tu es né sur le territoire, tu es parti plusieurs années, tu es revenu. Est-ce que tu peux nous raconter? Tu es parti à vélo? C'est non, ça tout au début, après mon bac, ouais. J'étais pas majeure quand j'ai eu mon bac. J'étais fille au pair en Irlande. Voilà, là j'avais une bonne expérience de ville. Ah ouais. T'es passée de Saint-Paul-la-Roche à Dublin. Eh bien, mes parents ils se sont séparés, donc j'habitais entre Saint-Paul et Nontron. Ouais. Nontron c'est une petite ville quand même. Mais il y a une transition quand même. Une petite, ouais, enfin voilà, ça reste Nontron. Hein. C'est 3500 habitants aussi, hein, Nontron, je pense. C'est là où j'avais mon lycée, en fait. Oui, je suis partie à Dublin comme ça. J'avais 50 € en poche, pas de carte crédit, rien. Je suis juste partie avec une autorisation parentale. J'avais trouvé toute seule la famille pour être fille au pair et j'étais fille au pair. Je parle parce que j'étais très mauvaise en anglais et mes profs elles pensaient que j'étais stupide et j'étais pas d'accord avec ça. Je pensais que c'était juste leur méthode et que je savais pas trop quoi faire comme étude. Du coup, je me suis dit je vais apprendre l'anglais, au moins ça me servira toujours. Et en fait, j'ai commencé à voyager là, à ce moment-là. Donc le point de départ, Dublin. Pendant combien de temps? 1 an. Après, je suis revenue en France. Je me suis dit que j'avais envie de travailler dans les relations internationales pour comprendre un peu les enjeux politiques et sociaux. Du coup, j'ai pas trop l'entourage. En gros, je me sentais pas de faire Sciences Po parce que j'ai l'impression que j'étais pas assez forte. En fait, c'est juste mon cadre social qui m'a limitée. Et du coup, j'étais en fac d'histoire. C'est des croyances limitantes, non? Ouais, il y a des bonnes croyances limitantes. Ouais, mes parents, c'est vraiment pas. Ils sont chouettes comme tout, mais c'est juste leur milieu à eux, quoi. En fait. Et c'est avec mon recul d'adulte que je vois toutes les croyances limitantes. Ouais, tu comprends aujourd'hui. Ouais, que je comprends. Donc j'étais à la fac, à Bordeaux, pendant 2 ans, 3 ans. J'étais bien en décalage parce que quand on passe une année à l'étranger à 17 ans et qu'on s'occupe d'enfants, on grandit vite fait quand même. Ouais. On grandit vite. Donc je me suis retrouvée avec des gens qui sortaient du lycée, enfin tu vois le truc. Il y avait du décalage. Il y avait un décalage déjà. J'avais un rapport à l'autorité un peu particulier parce que du coup, en fait, j'avais déjà ce truc de lutte de classe en moi, profondément ancré, sans que je le sache. Mais je voyais les profs qui me donnaient des leçons en disant, mais qu'est-ce que tu connais à la vie en fait? Est-ce que tu es déjà sorti de ton confort et de ton parcours scolaire pour pouvoir donner et enseigner des leçons de... Enfin, déjà, j'avais un problème avec l'autorité et en fait, les choses ont fait qu'une année, c'était pendant je crois ma 3e année de fac, mon père il est tombé malade, donc c'est lui qui a gardé la ferme et donc il y avait des animaux, il y avait tout ça et en fait avec ma sœur on l'a accompagné. Ça m'a refait douter sur pourquoi j'étais à l'université. On est revenu parce qu'il a eu une maladie longue et en fait on était plusieurs jeunes à vivre dans les coins et à penser les choses un peu différemment que des jeunes qui sont restés toute leur vie et qui reprennent
Enfin, qui se posent pas trop de questions, parce qu'il y en a quand même pas mal. Enfin, ils se posent des questions, mais c'est d'une autre... Tu parles sur le territoire, hein, Ouais, des sur jeunes, le territoire. Donc des jeunes qui étaient restés là. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés là. Ouais. Il y en a déjà pas beaucoup, on n'était pas beaucoup. Mais déjà, je voyais le décalage quand je revenais les week-ends. Il y avait un décalage dans ma manière de parler, de comporter. J'avais pris des comportements urbains. Ouais. Et en fait, on a trouvé une maison et on a créé un collectif. Donc, on était 7 à habiter dans une maison. Et en fait, là, je continuais la fac à distance. D'accord. Et quand je me suis rendu compte que j'étais plus heureuse à faire des clôtures sous la pluie en hiver qu'étudier les cours d'histoire, je me dis, j'arrête la fac. Et c'est là, pour moi, ça a été ça le premier gros changement dans ma vie, d'arrêter quelque chose sans le finir. De l'assumer auprès de mes parents. Mais bon, déjà, économiquement, j'étais autonome, donc ils pouvaient rien me dire. Et là, t'as quel âge ? Là, j'avais 21, 22 ans. D'accord, très jeune. Ouais. Très jeune, ouais. Et de là, après, j'ai habité dans ce collectif et je rêvais de partir à vélo. Ouais. Et en fait, c'est là que le vélo intervient ? Ouais. Et en fait, j'étais très intéressée par les plantes médicinales. Ouais. Et je voulais pas faire des formations conventionnelles parce que je comprenais pas qu'elles puissent être aussi chères, alors que c'est quelque chose qui devrait être libre d'accès. C'est de la santé et du bien beaucoup public. plus accessible. Ouais. Du coup, j'ai fait du woofing chez une dame qui est devenue mon amie. En fait, je suis commencée comme ça. Là, sur le territoire ? Non, dans les Pyrénées. Non, là, t'es déjà partie à vélo, là ? Je suis partie à vélo. D'accord. Dans les Pyrénées. Et voilà. Et j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai commencé à me dire que je voulais voyager à vélo. Et je suis partie... L'idée était seule. Après, entre-temps, un autre copain d'à côté d'un village... un copain d'enfance aussi, ça le chauffait bien du vélo. Donc, en fait, on s'est retrouvés sur la route. Et puis, il y avait des jeunes qui étaient dans un squat rural juste à côté, qui, eux, avaient l'habitude d'expériences improbables. Et du coup, ils m'ont accompagnée. Enfin, on a fait des bouts de chemin ensemble au début. Et petit à petit, j'ai osé le faire seule, ouais. Et ça t'a mené loin, je pense, hein ? Tu m'avais dit quel pays ? Chili. Ah oui. Ouais, là, le Chili, j'étais toute seule. À vélo. Et là, tu y es restée un bout de temps, quelques années ? 3 ans. Ouais. Mais au début, j'étais pas à vélo. Mais en fait, ça m'a très vite manqué. Et en fait, un jour, en voyageant, j'ai trouvé un vieux vélo au fin fond de la Patagonie qu'on m'a offert. J'ai mis mon sac à dos, c'était n'importe quoi. Mais je me dis, j'étais complètement inconsciente parce que je sais pas si... On avait traversé tout ce désert en stop avec une copine à moi qui était venue me rendre visite. On est allé jusqu'à Ushuaia et elle était repartie en France. Et moi, j'étais avec mon salaire chilien qui était un salaire de chiotte. Tu vois. Donc, du coup, tu peux pas aller très loin. Donc, une fois que tu es à Ushuaia, tu fais bon, je vais rentrer tranquille. Donc, je travaillais un petit peu, 1 ou 2 jours, je continuais. Et là, je trouve dans un endroit un vélo, quoi. Enfin, on m'offre un vélo dans une maison, un vieux VTT abandonné que j'ai réparé. Je te jure, c'est rien. J'ai réparé avec un bout de... Parce que c'était au fin fond de la Patagonie, il n'y a rien, pas de magasin, rien du tout. Hein. T'as qu'une déchette. Alors du coup, j'ai pris un bout de carton de briques de lait pour mettre dans le pneu pour le consolider. J'ai pris 2 bidons bleus, là, que j'ai coupés, que j'ai fixés sur un vieux pneu. Ça m'a fait des sacoches. J'allais dire, c'était pour faire des sacoches. Que j'ai mis à l'arrière. Mais tu vois, et je l'ai mis à l'arrière de mon vélo. Et en fait, il y avait, dans ce village où j'étais, il y avait des gens qui, comme c'était la fin de la Carretera Austral, il y avait des cyclistes. Et en fait, j'ai rencontré des cyclistes qui voyageaient. Tu t'es joint avec avec 2 personnes, notamment un qui est devenu un ami, qui était un grand aventurier. Enfin, genre, j'ai jamais vu ça, quoi. Il était parti à 18 ans de chez lui, il avait été en Chine. Après, il était revenu, il était reparti de chez lui, il est belge, il était allé jusqu'en Afrique du Sud. Donc, tu vois, le voyage à vélo. Et heureusement qu'en fait, ces 2-là, on a traversé le désert ensemble. Du coup, toute la Patagonie ensemble. Et heureusement qu'on était 3, parce que je pense que sinon, moi, j'aurais même pas pensé aux quantités d'eau qu'il faut prévoir quand tu traverses un désert. Et que tu as du vent de face et que du coup, tu es bloqué. Tu vois, par exemple, des trucs... Ok. Bon, en tout cas, il y a eu pas mal d'années... où tu as été bourlinguée ouais, mais je France revenais et à souvent l'étranger. ici, en fait, parce que le collectif dans lequel j'étais, il a continué. Ouais. Que j'ai mes amis, en fait. J'ai des amis... En fait, mes amies, elles sont quasiment toutes des néo-rurales. C'est très peu des anciennes d'ici, quoi. J'avais du mal à me faire des copines. J'étais plus avec des garçons. Et tu vois, quand on parle de féminité, en fait, j'ai commencé à être bien avec les femmes ici. Quand est arrivée une nouvelle vague de femmes... dans laquelle je me reconnaissais plus, quoi, ou qui entreprend, qui fait... Et des filles qui viennent de l'extérieur, enfin, qui ne sont pas issues de la Terre. Ouais. Donc là, tu viens de nous expliquer que finalement, régulièrement, tu revenais ici.
à un moment donné, tu décides de te réinstaller, pas définitivement, mais en tout cas t'ancrer un peu plus. Pourquoi pas une autre région ? Eh bien, j'y ai pensé. J'ai pensé vraiment le Pays Basque parce que j'aime bien l'espagnol et j'aime bien les régions qui sont assez autonomes et avec fort caractère. Ça m'étonne pas. Ouais, Je sais pas pourquoi. j'ai hésité et je pense qu'il y a une partie de moi qui hésite encore à aller dans ces coins-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment moi, un lien affinitaire avec des amis ici, avec qui je partage des idéaux de vie, avec qui j'aime vraiment discuter, avec qui on se nourrit, on apprend, on expérimente, on n'a pas peur. Il y a le truc vraiment qui a fait que je suis revenue à Saint-Paul, c'est aussi le café du village qui était disponible, qui appartient à la mairie, et qu'on avait ce vieux rêve de dire « Ah, ce serait top d'avoir un café à Sceaux ». Donc c'était une opportunité ? Ouais. Tu nous le raconteras, je pense, un peu plus tard, cette opportunité. Maintenant, on va revenir sur le métier. Donc, je pense, je ne sais plus si tu l'as dit en présentation, mais aujourd'hui, tu fais du pain. Oui. Voilà. Alors, pourquoi tu fais du pain, Bertille ? Je suis boulangère, je fais juste du pain. Je fais pas de viennoiserie, je fais rien de tout ça. Tu fais pas de pièces montées pour le mariage ? Je fais du pain au levain. Ouais. Voilà. Avec des olives même ? Oui, avec des farines locales, bio. Ouais. Avec des produits que je vais rajouter dedans qui sont bio. J'essaye d'être dans le principe principalement locaux, à part les olives, justement, et certaines graines. C'est de l'artisanat qui s'apprend de manière très autodidacte. Hein. Tu peux apprendre avec... Moi, j'ai appris avec une boulangère. Mais en fait, je me suis retrouvée à être boulangère, c'est parce qu'il n'y en avait pas. C'est ça que j'allais te demander. Pourquoi du jour, hop, je vais devenir boulangère ? Parce que je faisais de la cuisine. Je travaillais en cuisine. J'étais cuistot, quoi. Au Chili, je me suis retrouvée cuistot, chef à gérer mon truc, alors que j'avais jamais fait ça en France. Hein, j'étais juste saisonnière. D'accord. Mais là-bas, en fait, à partir du moment où tu es sérieuse et que tu essayes, que tu reviens le lendemain et à l'heure, c'est bon. C'est bon. Ouais. T'étais chef. Tu peux devenir responsable quand on te laisse les responsabilités. Donc en fait, quand je suis revenue en France, au début, je voulais juste revenir pour voir ma famille, parce que ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Et je voulais faire une formation de cuisine. Donc j'ai fait une formation de cuisine pour avoir un diplôme, parce que je suis végétarienne notamment. Donc pour la cuisine, c'est emmerdant, parce que moi, je ne sais pas reconnaître les viandes, comment il faut faire. Bon, bref, et puis je me suis dit, oui, ça sert toujours d'avoir un diplôme français sur la cuisine. Et aussi parce que dans mon imaginaire, je trouvais ça super chouette de travailler en équipe et en cuisine, sauf que c'est très contraignant. Tu travailles quand tout le monde se profite. Oui. Et du coup, c'est très limitant au niveau du développement de soi. Ouais, de la vie. Ouais, tu restes dans une case et qui en fait... et j'avais envie d'avoir... La base de base, c'était d'avoir un restaurant avec plusieurs personnes, plusieurs cuistots, où en fait, chacun fait une semaine de travail. Donc en fait, les gens, ils viendraient une semaine, tiens, c'est tel cuistot, la semaine d'après, c'est tel cuistot, et comme ça, c'est tous les jours ouverts. Et nous, en fait, on n'est pas obligé de bosser comme des tintins pour répondre aux besoins des gens. Donc du coup, je faisais ça, et en fait, en même temps, c'était mon projet, et je m'étais dit, tiens, je reviens au Chili, mais en fait, au Chili, c'était... Enfin, en fait, là, j'étais bien un petit peu en France, de retrouver mes pères, aussi, de parler ma langue, de plus être étrangère, de... Retrouver un peu d'équilibre peut-être, ou de stabilité. Parce que je travaillais quand même souvent dans les mêmes restaurants, mais l'ambiance cuisine, c'est quand même très particulier. Il y a quand même beaucoup d'alcool, de drogue. Moi, je prends rien de tout ça, donc j'étais toujours déjà bien décalée avec tout le monde, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pas forcément trouvé de coéquipière pour avoir un restaurant associatif, parce que ça faisait peur aussi aux cuistots de se dire de travailler si peu, ou de travailler... Les personnes que je connaissais qui étaient cuistots, ils n'avaient pas envie de travailler autant, parce que c'est un engagement. Donc voilà, et moi, j'avais pas forcément envie de travailler j'avais pas envie de travailler loin, et pour un restaurant qui utilise des mauvais produits. Donc en fait, il y avait une boulangère qui s'appelle Charlotte, qui fait du pain depuis 10 ans, et je trouve toujours que son pain, c'est le meilleur des coins. À Saint-Paul ? Elle était à Saint-Paul avant ? Non, elle est à Ladignac-le-Long, d'accord, à côté, et en fait, elle utilise un fournil qui est partagé à Saint-Pierre-de-Frugy. Et en fait, j'étais là voir, je me demandais si je pouvais l'aider. C'est marrant parce qu'en fait, t'aides pas du tout un boulanger. Quand tu viens le voir, tu le fais chier. Et mais elle m'a squatté le boulanger. Voilà, donc j'ai été la squatter et elle a gentiment accepté que je squatte. Et puis j'ai squatté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup.
le rythme de commencer tôt, d'être un peu en décalé, le pain au levain, tu travailles pas tous les jours. C'est l'idée de faire un pain qui se garde. C'est qu'en fait, rééduquer les gens à part du pain chaud à 7h du matin parce que juste tu dors la nuit, tu vois, ce genre de choses. Moi, je voulais juste être boulangère remplaçante. En fait, elle m'a un peu poussée à me lancer parce qu'il n'y avait pas de boulanger dans mon secteur. Elle m'a dit, bah vas-y, le premier fois que j'ai fait du pain vraiment toute seule, elle dit, mais vends-le. Je dis, mais non, je vais pas vendre ça, ni. Et en fait, elle m'a beaucoup aidée là-dedans. Et en même temps que moi, il y a Jeanne, qui est paysanne boulangère aujourd'hui, à Mialet, qui a commencé en même temps que moi à se lancer dans le pain, mais elle avait un projet plus établi. Elle s'est installée sur une ferme Terre de Liens, à Fougeras. Et en fait, on s'est installés vraiment quasi en même temps avec des parcours vraiment différents et des volontés de production différentes. Donc en fait, j'ai commencé à faire du pain, je l'ai vendu, il y a eu le Covid, j'ai vendu du pain. Au début, je faisais des tournées, donc je faisais des tournées à vélo, et puis en fait, je parlais trop avec les gens. Alors en fait, c'était des tournées interminables, vraiment. En plus, si tu connais tous les gens du village. Mais bien sûr, c'est comme ça que ça a marché au début. En fait, c'est que fallait que je teste mon pain. Parce qu'en fait, même si Charlotte m'a transmis son savoir, en fait, c'est un artisanat qui est méticuleux et qui demande plein de petites choses. Et moi, en fait, je me suis retrouvée à me lancer à faire du pain sans avoir eu le temps de faire plein de fournils, tester plein de techniques différentes. En fait, il y a eu un trou, il y a eu le Covid, il y a le boulanger du coin qui voulait plus faire du pain. Je me suis retrouvée à remplacer ce trou qu'il a laissé. Sans vraiment faire tes armes, voilà, pas plus que ça. Du coup, j'ai fait mes armes sur les gens de mon village qui étaient très contents de toujours. Ça a été mes plus fidèles clients. Ouais, ils ont été vraiment chouettes. À avoir des critiques assez constructives. J'ai fait des sacrées bourdes, des choses... C'est quoi une sacrée bourde en boulangerie ? Ah, moi, j'en ai fait Vas-y, explique. Il y en a une, c'était juste... je pense que c'est la chose la plus horrible que... En fait, je fais du pain et je me rends compte que dans ma pâte, il y a du verre. Du verre, comme là, les verres qu'on a avec nous. Il y a un bout de verre, quoi. Je trouve un bout de verre. Parce que ma farine, je la stockais dans ma maison, que j'étais en coloc, il y avait plein de monde. Quelqu'un a fait tomber un bout de verre, je n'ai jamais su le pourquoi. La grosse erreur que j'ai faite, c'est que comme j'avais 60 ou 65 kilos de pâte, j'ai pas voulu jeter, j'étais jusqu'au bout de mon action et j'ai fait mon pain. Et je l'ai donné, quoi. Je pouvais pas le vendre. J'ai dû dire à tout le monde, parce que je faisais des tournées, en fait, donc tout le monde doit attendre le pain, donc je me voyais pas leur dire oui cette semaine, enfin alors que j'aurais juste pu dire cette semaine il n'y a pas de pain. Aujourd'hui je pourrais le dire, mais à ce moment-là je dis non, voilà. Du coup j'ai dû faire toute la tournée et de dire à tous les gens de faire très attention, qu'il y avait peut-être du verre dans le pain et en fait t'as une sacrée chance qui te parle encore aujourd'hui. Ouais, mais je me suis dit mais laisse tomber l'horreur, enfin après en fait toute la semaine. Et tu t'en es rendu compte comment? En fait, en pétrissant, en mettant les mains dans la pâte. Mais t'es quand même allé jusqu'au bout de la démarche, c'est ça que tu dis. Ah oui, quand même. Jusqu'à la fin. Ouais, j'étais jusqu'à... Ça, c'est une très grosse erreur. Et bah, tu vois, les gens ils continuent de prendre du pain. Parce que j'étais honnête. J'ai dit, en fait, je sais pas comment ça se fait, j'ai du verre. Non, mais vous pouvez ne pas le prendre, en fait. Mais donc, du coup, il y a des gens qui ont fait le choix de pas le prendre. Il y en a qui font, oh, bah quand même. Et en fait, j'aurais pas dû... J'ai passé la pire semaine de ma vie en disant que j'allais les tuer avec un ulcère, que ça allait perforer... en prison. Ah non, mais je sais pas, je me dis qu'ils allaient surtout perforer leur estomac et qu'ils allaient mourir. Et il y a eu un problème? Non. J'ai eu de la chance. Mais ça, ou alors ils sont très résistants à Saint-Paul la Roche. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça aussi. Je pense qu'ils en ont vu d'autres. Ouais, ça c'était, oui. C'était à mes tout début. Maintenant, ça m'arrivera plus du tout. Trop fort. Là, ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques? Ça fait 3 ans et demi. Déjà? Ouais. C'est comment la journée de Bertie, la boulangère? Eh ben, c'est jamais vraiment pareil. Ça dépend où est-ce que je fais mon pain. Là, quand je le fais au fournil, là où il y a Charlotte, le fournil à Saint-Pierre-de-Frugy, qui est en fait un fournil partagé d'anciens paysans boulangers qui l'ont mis à disposition, en fait. C'est une mise à disposition d'un fournil. Donc, il y a un four et un espace de travail avec un tour où tu as un petit peu de matière. On a un pétrin électrique aussi. Voilà, du coup la journée ça commence à partir de chez moi, d'essayer de rien oublier. À quelle heure? Tout mettre, ça dépend, à quelle heure je dois avoir le pain prêt. Moi je travaille pas tôt le matin parce que je coordonne mes journées avec ma collègue Charlotte qui utilise le four. Et c'est plutôt une question d'organisation entre vous? Ouais, moi je passe après. L'utilisation du matériel? Ouais, et pour optimiser une chauffe. Ah oui. Oui, pour pas laisser refroidir un four et réenclencher derrière. Ouais. On optimise. Ouais. D'accord. Comme ça, je mets
4 bouts de bois après elle et moi je peux refaire chauffer et faire une fournée de 50 à 60 kilos. Et au niveau écologique, c'est top. C'est le mieux d'optimiser sa chauffe comme ça, d'être plusieurs à servir du même four. Et tu fais pas ton pain toujours au même endroit, si je comprends bien. Ouais. C'est quoi le principe là ? C'est quoi le concept ? Quand j'ai commencé à faire du pain, je voulais faire du pain en mobile parce que j'étais pas très stable. J'avais besoin de voyager, donc du coup j'avais besoin de voir les gens et de voir ailleurs. Donc en fait, je voulais faire du pain. C'est pas que t'es pas stable, c'est que t'as envie de voir des gens. Oui, j'ai envie de voir la diversité un peu. Voilà. Et en fait, je voulais me fabriquer un four à pain mobile. Ouais. Comme une caravane, un four en Ouais, caravane. sur une remorque, quoi. Et en fait, Charlotte, elle avait prévu de prendre une année de césure dans les coins et partir avec sa famille en Espagne et continuer de faire du pain. Donc en fait, elle a trouvé un four mobile. Ah. Sauf qu'il y a eu le Covid. Elle n'est pas partie. Zut. Et du coup, son four, on s'est dit, on le garde à 2, ça peut être chouette pour faire des événements, pour faire du pain en lutte, pour des espaces de lutte. Moi, c'était un peu aussi une priorité. Tu peux m'expliquer ? Sur des espaces de grève, sur des gens qui sont sur des contre-sommets. En fait, il y a un réseau qui s'appelle l'IBM, l'International Boulangère Mobilisée. D'accord. Qui est un réseau informel, un peu anarchique, dans l'organisation de personnes, je sais pas, dans une centaine de personnes, et qui en fait se retrouvent à des endroits pour faire du pain dans des espaces de lutte où il faut nourrir les gens, tu vois, en mode cantine. Je comprends. Et bon, moi je connaissais pas ce réseau-là, mais j'avais quand même envie de faire ça. Tu vois, d'aller voir sur les piquets de grève, ou dans les quartiers, ou là, ici, dans les hameaux, il n'y a rien. Faire du pain un peu solidaire, quoi. Donc en fait, ce four, au début, je me dis, j'ai commencé à m'en servir pour faire des petites fournées à Saint-Paul, parce que c'est un village où il n'y avait vraiment pas grand-chose, et ça manquait de dynamisme, quand même. Je fais le pain à 2 endroits différents, parce que je le fais chez moi, avec le four à pain mobile, mais c'est dans des conditions... accroche-toi, quoi, c'est quand même... Oui, je m'accroche, vas-y. Je fais du pain dehors, en fait. Ma cuisine, elle n'est pas adaptée, je peux pas faire du... sinon, été comme hiver. Et l'hiver, je le fais dans ma cuisine, mais c'est très compliqué parce que ma maison, elle est en hauteur. Ouais. Donc en fait, je transporte des poids trop gros. Et il y a des changements de température trop forts pour faire un pain vraiment de qualité. En fait, je peux faire du pain été comme hiver n'importe où. J'ai appris comme ça, en fait. Je peux faire du pain avec une température extérieure de 6 degrés. Mais c'est vraiment nul. Ça, c'est bien si tu veux faire du pain militant. Mais si tu veux faire du pain pour les gens qui en veulent en manger tous les jours, c'est quand même chouette de pouvoir maîtriser tous ces facteurs qui sont le fournil. Donc là, le projet, ce serait plus de... J'ai envie de garder cet espace de four mobile et four social et solidaire. Mais pour le moment, il faut que j'arrive à stabiliser un peu plus mon activité à un endroit. Voilà. Quand tu me racontes ça, j'ai vraiment l'impression que c'est pas du tout le même métier que les boulangers traditionnels. Ah oui, le fait de faire du pain au levain ? Non, mais la manière dont tu travailles, le sens que tu y mets aussi derrière, ça a l'air enfin, c'est pas que ça a l'air simple, le métier des boulangers tradis, mais j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être plus de contraintes dans les choix que tu as fait pour ce métier-là. Ah oui, oui. Mais c'est parce que le pain, c'est quelque chose au niveau social très intéressant. Parce qu'on touche quelque chose qui est basique, qui est de manger. Et quand j'ai commencé à faire du pain, comme quand je faisais à manger, pour moi, l'important, c'est de faire un pain bon, au goût, nourrissant et accessible économiquement, qui se garde, quoi. Ça veut dire, en fait... Ouais, le tien, il se garde une semaine. Oui. Et c'est... Pour moi, c'était ça qui était important. C'est aussi que tout le monde puisse bien manger. En fait, c'est la base de la santé. C'est la base de la santé. Manger, Parce qu'en fait, ici, on est dans un désert médical. Donc, si on réfléchit de base, soit on devient infirmier, soit en fait, on essaie de faire de la bouffe qui fait que les gens, ils meurent pas, ils s'intoxiquent pas, ils ont un mode de vie plus sain. Et en fait, pour moi, bien manger, déjà, tu règles la moitié de tes problèmes. Puis en fait, franchement, au Chili, c'était la base. La base, c'était fallait bien manger. Tu vois, et une fois que tu as bien mangé, tu peux après passer à d'autres choses, quoi. Comment ton entourage, quand je parle d'entourage, ça peut être ta famille proche ou tes amis, sur ce changement, comment ils ont réagi sur ce changement de métier ? Je crois qu'ils étaient assez enthousiastes.
Ouais. Ouais. Ils étaient peut-être un peu inquiets parce que c'est des conditions physiques qui sont pas si simples Ouais. de faire de la boulange. On dit de faire de la boulange? Ouais. Enfin, moi je dis ça. En tout cas, nous on D'accord. dit ça. Je sais pas si c'est Ok. correct, mais nous les boulangères on dit ça. On dit on fait de la boulange. Mais je crois qu'ils sont assez contents. Ouais, ils étaient assez contents en fait de voir que j'avais un truc qui me correspondait et qui me permettait un équilibre dans tous mes besoins de liberté. Ouais. Ouais. Tu avais trouvé du sens. Oui, et aussi que j'avais trouvé du sens. Tu dis physique et donc les gens ne te voient pas puisque effectivement c'est du podcast, mais Bertie est pas très grande, mais pas très petite non plus, mais elle est toute frêle, toute mince. Donc effectivement, c'est quoi? C'est les sacs de farine, des trucs comme ça qu'il faut porter, Ouais, que c'est très un lourd. sac c'est 20 kilos. Ok. Et tu portes de la pâte, tu transportes ta pâte, Mm. tu enfournes, tu défournes, tu charges ta voiture, tu décharges. Enfin, tu transportes du poids quand même. Le regard des autres, comment il a été géré? En local, par exemple? Et ben, il y a la contrainte que moi je travaille, je fais du pain au levain et je travaille pas tous les jours. Je suis pas la boulangère qui se lève à 3h du matin Ouais, et qui te donne du pain à 7h. d'accord. C'est un choix. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a des gens, ils ont du mal à comprendre que je travaille pas tous les jours et que je fasse du pain comme ça. Ce type de pain? Ce type de pain. Alors là, oui, il y a plein de vieux qui me disent fais-nous des trucs à la farine blanche et à la levure. Et j'ai fait non, non. Enfin, voilà, c'est un jeu, mais en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ne prennent pas de pain. Même si D'accord. je suis la seule artisane du village, il y en a quand même plein qui restent réacs dans leur manière de consommer. Et tant pis pour eux. Franchement, au début, ça me touchait un peu parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, que j'en mange bien, mais s'ils Mais préfèrent... c'est quoi? Ils aiment pas le goût? Pourquoi? Ils aiment pas le goût, ils aiment pas la texture, ils ont des a priori. C'est quoi les a priori? Le bio, c'est cher, hein, alors que c'est pas cher. Ouais. Comparé à une baguette de... Enfin, c'est pas plus cher, en fait, qu'une baguette de de supermarché, tu peux pas... On peut Ouais, pas enfin, en concurrencer. supermarché, la baguette au secours, quoi. Et je crois que j'étais un peu choquée au début parce que, Ça te notamment... touchait? Ouais, puis tu sais, c'est des personnes quand même... Tu vois, c'est des gens qui sont quand même d'extrême droite, voire bien fachos, quoi, franco-français. Et ils sont pas foutus de consommer local. Tu vois, l'incohérence. Enfin, moi, j'ai pas envie de nourrir des fachos, hein, c'est pas... Tant pis, hein, c'est pas mon but dans ma vie. Mais je trouve ça surprenant. Moi, je prends tout à moins de 50 bornes, quoi. Et en fait, ils sont pas foutus de faire cette démarche-là. T'en as discuté avec eux? Moi, je leur ai pas dit que c'était des fachos. Non, t'as pas dit comme... on va pas tout De toute dire. façon, ils vont pas écouter ce genre de choses, je pense. Mais et puis s'ils écoutent, ça va, voilà, chacun, c'est... Hein. J'en ai un peu parlé, mais c'est vraiment qu'ils sont... Certains qui sont les plus ouverts, avec qui je peux dialoguer, c'est vraiment qu'ils aiment la farine blanche. Voilà. Et là, j'ai commencé à faire un autre marché récemment qui est à La Coquille. Ouais. Où là, c'est un marché que de ruraux. Il n'y a pas de néo-ruraux. C'est très curieux, quoi. C'est un truc où... Et là, j'ai que des pépés mémés et ben, ils prennent le pain au levain à la Ah farine. oui, c'est ok. Je pensais que t'allais me dire que c'était pas ok. Et ben si. Ah oui. Mais je pense qu'ils ont moins de stéréotypes sur moi que... Que là où tu as grandi? Ouais. Est-ce que c'est peut-être ça le... Aussi. Mm. Aussi, mes parents, c'était des gens qui étaient bien intégrés dans le village. Très bien intégrés, mais je pense que moi, je suis trop différente. Au début, je vivais qu'avec des femmes. Ouais, donc après, Ouais, l'imaginaire. voilà, l'imaginaire de fou. On n'a pas d'enfants, on n'a pas de mari, on n'a pas... Tu vois, enfin, T'as plein de même choses. pas de chien. Non. Très bien, merci. Bienvenue en monde rural. Bienvenue. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour passer un cap, que ce soit... alors, je parle pas forcément de ton parcours à toi, hein, mais Ouais. dans la globalité de toutes ces filles, ces femmes, ou même des garçons. Hein. Là, je m'adresse aux femmes. Enfin, je reçois des femmes, mais je parle à tout le monde. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour changer de vie, de territoire, de métier? Moi, je pense que c'est quand on le sent, hein. Quand on sent que dans son travail, on est lassé. Moi, je pense que quand tu n'as plus d'amour dans ce que tu fais, il faut chercher des solutions. Il me semble que tu as un modèle un petit peu original. On a parlé de four mobile. Ça ressemble à quoi, en fait, un four mobile, si tu devais le décrire? Tu dois le tracter avec une voiture? Oui.
obligatoirement. Hein, tu Ouais. passes ça en calèche, on Non. est bien d'accord. Bon, ça pourrait, mais Ça c'est pourrait, pas, mais pas encore. pas encore. C'est gros, c'est grand, c'est lourd. C'est lourd. Du coup, là, en ce moment, j'ai plus de voiture, donc j'emprunte la 206 de ma grand-mère. Donc, autant te dire que je le bouge pas beaucoup, le four. Là, il est dans ma cour. Principalement, il est dans ma cour pour le moment. C'est une remorque avec un four en métal. Ça s'appelle des fours Soupar. C'est des fours... C'est le nom de la marque. Ouais, c'est le modèle. Ce four-là, ce type de four, c'est des fours qui sont... Les modèles de construction sont en libre accès. Ils peuvent être autoconstruits. C'est l'atelier paysan qui a libéré qui a trouvé les modèles et qui les a... Qui les a... Les brevets ou c'est le ouvert. process de fabrication. L'idée, c'est de tout ça. s'approprier un outil. D'accord. L'atelier paysan, c'est vraiment... Ils sont dans des trucs de processus de... Et le Comment partage. C'est partage, c'est gratuit. C'est comment... En fait, on est dans des structures qui sont tellement pas adaptées à tout ce qui est industriel. En Oui. fait, il faut qu'on fasse des outils qui soient à notre hauteur. Voilà. Donc, en fait, là, c'est un four qui avec... Ça s'appelle la chauffe indirecte. Donc, en fait, tu fais le feu en dessous. Ouais. Et ça chauffe. Il y a 2 sols, donc il y a Ouais. 2 étages dans le four. Et celui-ci, il est d'une toute petite capacité. C'est pour ça que je m'en sers peu maintenant à des fins professionnelles. Tu peux pas faire tes 60 kilos. Si, je peux, mais Si. c'est... Quand je travaille dans ce four-là, je fais tout à la main. Je pétris, je façonne, je fais tout à la main. Ah oui, tu n'utilises pas le matériel. Non, je fais tout. Du coup, j'ai fabriqué un pétrin à ma... Un pétrin, c'est en gros une mets, c'est 4 planches, quoi, et un peu fait à ma dimension. dimension. Enfin, que j'ai co-fabriqué avec un ébéniste du coin D'accord. qui m'a aidé et qui m'a expliqué et qui m'a accompagné là-dedans. Et voilà, donc j'ai cet outil-là. L'idée aussi, c'est d'être complètement autonome. Tu vois, j'ai pas besoin d'électricité, j'ai besoin de rien. J'ai juste besoin de bois. Et pour le bois, tu le récupères. Enfin, moi, je le récupère en tout cas. Solution. Ouais. Tu m'avais dit que ce four mobile, lorsque tu vas sur les marchés, par exemple, ça interpelle les gens, ça discute, on te pose beaucoup de questions. Ouais, j'ai pu le faire vraiment. Là, la première fois vraiment que parce que j'ai tout aménagé pour pouvoir faire du pain à l'extérieur. Ouais. Donc en fait, là, vraiment, la seule fois, la première fois que j'ai vraiment pu me mobiliser avec, c'était il y a 1 mois, même pas. Et c'est assez incroyable. De venir sur une place de village avec un four, c'est incroyable. Il y a une dimension sociale, c'est ça qu'on avait dit. Mais c'est vraiment magique. Déjà, tu t'appropries ton travail dans des conditions où en fait tu es libre, parce que la boulangerie, tu es contraint. Oui, il y a beaucoup de contraintes. À être là, présente, faire les marchés, la régularité, truc bidule. Là, tu vas sur une place, tu n'as plus du tout le même cadre. Enfin, tu vois, j'ai pétri en regardant des gargouilles. Tu vois, c'est complètement improbable. Et les gens du bourg, ils sont arrivés et ça attire la curiosité. Et d'un point de vue social, on fait vraiment pas peur quand on fait du pain sur une place de village. Enfin, les gens, ils osent beaucoup plus déjà parce qu'ils sont curieux. Donc au début, c'est les pépés qui viennent, qui te donnent des conseils parce qu'évidemment, c'est des vieux, ils savent mieux faire que toi. Même s'ils n'ont jamais été boulangers, même s'ils achètent du pain au supermarché, ils t'expliquent la vie. Mais en fait, ça fait aussi que c'est jouer un personnage. T'es déjà allé parler aux enfants dans les écoles de ton métier ? C'est le projet là, c'est le prochain projet. C'est comme j'habite dans le bourg, les enfants déjà ils captent, ils voient qui je suis. Ouais. Et j'ai fait une première tentative en leur envoyant une carte postale avec une boulangère. C'est un copain c'est vraiment la phase d'approche, c'est un tracteur et dans la remorque, dans la fourche du tracteur, il y a un four à pain et derrière le tracteur, il y a une remorque où les gens ils sont en train de manger du pain. Donc en fait, je leur ai envoyé cette carte et avec les instits, on s'est dit qu'on allait faire du pain ensemble. On devait le faire là en fin d'année, mais il y a eu un contretemps. Du coup, on s'est dit à la rentrée. Et même que ça pouvait rentrer dans un programme, en fait, scolaire. Parce que c'est une matière. Tu parles de l'eau, tu parles du sel, du blé. Bon, c'est bon, tu as tous les sujets pour les instits sur lesquels Oui, ça peut faire partie d'un programme. Oui, les écoles, oui, c'est une bonne idée. Ils vont commencer à aimer leur pain.
Tu vois, en fait, ils vont comprendre comment ça fonctionne, ils vont comprendre que la baguette, c'est pas toujours... J'ai rien contre la baguette, tu vois, j'adore le pain. Quand même un peu, j'ai remarqué. Non, mais j'adore le pain blanc. C'est ça, le truc, c'est qu'au goût, j'aime bien. Sauf qu'en fait, à terme, c'est pas... Tu vois, moi, je connais les 3/4 des femmes qui ont la ménopause, parce que, voilà, quand tu discutes avec des personnes qui sont dans ta clientèle, de comment elles vont, parce que c'est ça, faire les marchés, c'est que quand tu fais quelque chose d'alimentaire, tu connais les problèmes des personnes au niveau de leur santé. Et il y a énormément de femmes qui, à partir de la ménopause, ne peuvent plus manger de gluten. Alors qu'en fait, la base est ni de lactose. Je lui dis, mais à quel moment, quand tu es jeune, déjà on ne te parle même pas de tes règles, mais à quel moment on va te dire qu'à la ménopause, tu vas avoir un changement hormonal qui va faire que tu peux plus manger comme avant? Personne ne se dit ça. Non, très peu. Et en fait, moi, j'ai remarqué ça en faisant le pain. Et maintenant, je suis un peu cash avec les femmes. J'avoue, je suis sans gêne. Je dis, mais vous êtes ménopausée? Alors, c'est marrant parce qu'aucune me dit non. Tu vois, elles sont pas gênées ou genre, oh mon Dieu, c'est un tabou. Je dis, bah oui, en fait, c'est normal que vous puissiez pas manger ça. Et en fait, elles savent même pas parce qu'en fait, t'es pas informé. Que tu as des problèmes, il y a des problèmes de rhumatisme, c'est inflammatoire. Donc en fait, je dis... Le bide gonflé à bloc. Oui, c'est ça. Tu peux plus... Il y a plein de choses que tu peux plus digérer. Et en fait, je dis, là, il faut qu'on trouve des solutions quand même. Parce qu'on parle de femmes, les femmes elles vivent bien après 50 ans. On va pas les marginaliser à dire, mangez des galettes de sarrasin jusqu'à la fin de votre vie. Merci l'ennui, quoi. Enfin, j'ai rien contre le sarrasin, tranquille, contre les baguettes. Mais c'est juste, en fait, c'est essayer de faire un aliment pour tous. Et en fait, là, c'est quand tu travailles avec du pain au levain avec des bonnes farines, déjà, tu enlèves la moitié des problèmes inflammatoires liés au gluten. C'est clair. On est passé de l'école à la ménopause. Merci Bertille. L'art de la transition. Pardon. Non, c'est bien, moi j'adore. Hein. J'adore. Alors, je vais retrouver un peu mes questions là, parce que je sais plus où je vis, je sais plus qui je suis. C'est plus. La formation, on en a parlé. Hein, les filles, on a parlé de Jeanne, on a parlé de Charlotte, je pense. Oui. Ok. Est-ce que tu trouves du temps pour toi là maintenant? Oui, un peu quand même. Ouais, c'est un petit oui quand même, non? Non, mais c'est parce que j'ai le projet associatif à côté qui me prend énormément de temps. Mais sinon, ma formule de travail, oui, j'ai du temps pour moi. Oui, tu l'as inventé comme ça? Oui. L'asso, d'ailleurs, on en parle. Donc, il y a un café associatif qui s'appelle les Polissones. Pauli, 2S, O, 2NES. Oui. C'est bien ça? Ouais. Donc, c'est un super café associatif sur Saint-Paul-la-Roche. Est-ce qu'en 3 mots, une grande ligne, tu peux dire ce que c'est? À quoi ça sert? C'est un multiple rural. Donc, en fait, un multiple rural, c'est quand dans un village, il n'y a plus aucun commerce. Il y en a un qui doit à peu près tout faire. C'est-à-dire restauration, bar, épicerie. D'accord. Donc c'est un multiple rural qui est là depuis des années, qui ne fonctionne pas très bien dû au fait que c'est très isolé. Donc les gens, quand ils arrivent, en général, ils repartent en été. Ils tiennent pas trop le coup. Et là, on a eu l'opportunité de pouvoir reprendre le bail de manière associative. Donc on y a réfléchi fort. On est principalement des femmes. C'est pour ça que c'est féminisé, le nom. Polissonne, c'est pour ça que je voulais donner l'orthographe. Ouais. On fait, y a un bar, il y a une épicerie en mode autogestion, où les gens, enfin, autogéré, c'est pas de l'autogestion parce que nous on fait l'approvisionnement, mais on peut venir faire nos courses et en fait il n'y a pas de caissier ni de caissière, quoi. Tu te gères. Il y a quelqu'un qui peut t'aider là-dessus pour t'expliquer. Voilà, il y a des ateliers régulièrement dans la semaine, il y a des concerts, il y a des spectacles, il y a des soirées à thème. En fait, c'est une entreprise, mine de rien, un café. Bien sûr. Puis, vous cherchez du monde? Ouais. Mais pas que des femmes? Non, c'est mixte. Hein. Il y a une grande... C'est juste qu'on a quand même une trame, on a des statuts qui sont quand même assez... ils sont très ouverts, mais à la fois, ils donnent une direction. On utilise principalement des produits locaux, on a quand même... une charte. Oui, il y a une charte. Voilà, on est un peu quand même... Il y a des choses où... Il y a un cadre de jeu. On s'est positionné. Voilà, okay. C'est un endroit où politiquement, c'est inadmissible des propos homophobes, sexistes. Voilà, si tu veux faire ça, tu vas ailleurs. Mais là, et sinon après le reste, c'est assez ouvert, quoi. On sert pas de coca, non, on sert pas d'alcool très fort. C'est des choix. Est-ce que tu penses qu'il faut des qualités ou un tempérament pour faire le métier que tu fais? Pas avoir des muscles? Ouais, je pense, je sais pas. Honnêtement, je pense qu'il faut, comme tout métier, avoir envie de le faire. Sinon, c'est pas bon. Enfin, d'aimer
ce qu'on fait et d'aimer le feu. Bon, c'est bien aussi. Faut aimer le feu, ouais, parce que c'est un feu de bois, donc faut avoir un bon lien avec le feu quand même. Très bien. Ouais. Pas dit comme ça. Je suis plus feu que eau, moi. Donc peut-être que je m'y mettrai un jour. Des moments de doute Eh ben oui. tous les jours. Quasi, ouais. Ouais, je doute beaucoup. C'est dans mon tempérament de base. Pourquoi des moments de doute parce que je travaille toute seule, mine de rien, même si on est plusieurs à collaborer. Des moments de doute parce que c'est pas toujours simple, parce que ma structure, mon mode de fonctionnement, il est pas... mon esprit, il pense pas à organisation et productivisme. Et ça, c'est un peu embêtant quand on travaille à son compte toute seule. Mais il y a un équilibre C'est ça. à trouver. Ouais, exactement. Entre ton esprit et la dure réalité. Oui, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a un moment, une rencontre ou des rencontres, un partage dont tu es fier ou dont tu te souviens ou tu as envie de partager depuis ce parcours de boulange qui t'a fait plaisir, vraiment très plaisir c'était peut-être par une personne ou juste un moment, un événement? Je pense que le dernier événement en date, c'est quand des personnes qui ne mangeaient pas du tout de pain au levain et surtout pas la farine semi-complète et surtout pas de moi, la hippie du village, m'ont pris un jour une pizza et en fait, ils l'ont trouvée excellente. Je suis devenue leur chouchoute du village et on partage vraiment pas les mêmes valeurs. Et là, ça m'a fait profondément plaisir. Que ces gens-là, ça nous a fait un lien maintenant. C'est bon, ils ont plus peur de moi. C'est vrai que tu fais peur. Hein. Dernière partie, les 2 dernières parties. Est-ce qu'il y a des obstacles auxquels tu as dû faire face en tant que femme avec ce nouveau métier? Pas tellement. Pas de préjugés, pas de stéréotypes, pas de... Si, il y a des préjugés et des stéréotypes, mais en fait, déjà, c'est une femme qui m'a appris à faire du pain. Et l'autre personne avec qui on s'est un peu co-installé en même temps, elle, c'est une femme aussi. Donc en fait, non. Ouais, non, on n'est pas confrontés... Le point de départ, il était déjà, on va dire, confortable. Ouais, mais aussi, j'ai quand même eu des propos décalés. Tu vois, des gens sur les marchés qui plusieurs fois, m'ont demandé où était le patron. Je sais pas si tu l'as lu, cette BD. Il est où le patron? Oui, si. Voilà. À ce moment-là, j'étais en train de la lire. Du coup, et j'ai remis en place... je remets bien en place les gens quand même. On te l'a souvent posé, cette question? Où était le patron? Ouais. Non, pas souvent, parce que les gens, ils captent assez rapidement. Ouais, ou ils ont évolué quand même un peu. Ouais, ils ont évolué. Il y en a qui quand même restent un peu bloqués, mais je les rééduque. Voilà. Un petit coup de pédagogie et c'est reparti. Un petit coup de pédagogie, ouais. Qu'est-ce que ça a changé en toi, en tant que femme, depuis que tu fais ce métier, depuis que tu es aussi revenue, tu t'es réancrée? Je pense que je me sens plus forte. Et j'ai beaucoup moins peur. Et je crois que maintenant, je suis capable de regarder plus facilement les gens dans les yeux. Tu vois, de dire, en fait, moi, j'assume ma vie. C'est pas rien, en fait. Je suis pas tes choix. Ouais. J'assume des choix, ma vie complètement, je suis autonome. Enfin, je suis jeune et je suis à mon compte depuis 3 ans, avec toutes les contraintes et charges mentales que ça impose, tous les doutes, tous les machins. Et donc, du coup, il y a un truc où j'assume, où je suis pas fière, mais c'est juste que j'ai pas peur, quoi, quand et j'ai plus d'empathie aussi avec les gens qui travaillent à leur compte. Et eux, ils l'ont avec moi aussi. Donc ça fait quand même un autre lien. Il y a un chien qui ronfle là, ouais. Non? C'est pas Bertie qui fait des bruits bizarres. C'est le chien. À chaque enregistrement, le chien vient et le chien ronfle. Je pense que ça va être la signature sonore du podcast. C'est clair, à la fin, ça serait top. Et pour finir, j'ai 2 dernières questions. À ton avis, qu'est-ce que peuvent apporter les néo-ruraux à ce territoire? De la diversité. Ouais. Une passerelle vers le monde urbain, parce qu'on en a besoin, de liens, quoi. Une ouverture, un rapport à la culture. T'as parlé de diversité? Ouais. Tu peux
M'en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu entends par diversité, du coup, toi? Diversité humaine, quoi, d'origine, de classe, de travail, de gens qui travaillent dans des secteurs que ici on n'est pas habitué à voir, et que ce soit partagé. Ouais, Ouais. ok. Autre chose? Bah, je sais pas, mais moi je suis très contente qu'il y ait des néo-ruraux aussi qui soient arrivés ici. Même si je suis aussi très critique du rapport. Enfin, je vois bien en fait aussi ce que ça apporte comme déséquilibre. Ce serait quoi? Je pense que c'est vis-à-vis du foncier. Parce que en fait, on part pas avec les mêmes. Même capital? Ouais, on part pas avec le même capital. Donc en fait, c'est chouette que des gens arrivent, mais à des moments, ils achètent des choses où ok, nous, on pourra jamais se les acheter. Mais il y en a, on pourrait se les acheter, c'est juste que les gens, ils profitent et tu vois, ils vont augmenter les prix parce qu'ils savent que pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie à Paris, qui a eu un salaire toute Bien une sûr. vie, c'est plus simple pour lui. Mais ceux qui achètent et qui y vivent que 4 mois dans l'année, Et encore, t'as de la chance quand c'est 4 mois dans l'année. ouais, alors je sais pas, 4 mois peut-être moins. Ouais. Mais donc, puisqu'on a parlé de crise de logement, Ouais. voilà, il y a pas d'accessibilité à ces biens et en plus, ils sont quasiment pas occupés. Mais ça, moi, je crois que c'est peut-être justement des choses à réfléchir et à mettre en place au niveau pour plus tard, quoi. Réfléchir au niveau des lois, moi, je comprends pas qu'il y ait autant de résidences secondaires. Surtout dans un endroit où, comme on en parlait, il n'y a pas de logement. Enfin, c'est quand même... si on veut dynamiser le monde rural, il faut au bout d'un moment que, les gens ils soient capables de vendre leurs biens, qu'ils les vendent pas cher, parce qu'il y a tu vois, comme cette ferme-là qui s'effondre. Ouais, en face, là. Voilà, et ils pourraient faire des trucs moins chers. Il y a plein de solutions, en fait. Mais des fois, c'est même pas une histoire de moins cher, c'est une histoire, ils veulent pas lâcher l'affaire. Ouais. C'est pas moins cher, c'est ils veulent pas lâcher l'affaire, quoi. C'est encore pire, ouais. Bon, ils sont de moins en moins, ceux-là. Hein. Bah oui, parce que ça... Parce qu'ils vont mourir. Hein. Ouais, parce qu'ils meurent. Voilà, faut juste qu'ils meurent. Mais bon, comme ils mangent des baguettes blanches à la levure. Ok, pour les néo-ruraux, j'avais envie qu'on fasse quand même un petit point là-dessus. Ouais. Alors maintenant, quel est le meilleur conseil qu'on t'a pas donné et que tu voudrais donner aux gens, aux hommes, aux femmes qui auraient envie de faire un peu un choix comme le mien, comme le tien? Prendre le temps. Pourquoi? Parce que déjà, de transitionner, d'arriver dans un endroit, de comprendre comment il fonctionne, sa structure, et vous comprendre les besoins du territoire avant d'arriver avec son idée de je vais faire ça là-bas, alors qu'en fait, ça se trouve, tu vas arriver là-bas et c'est pas les besoins qu'il y aura. Ouais. Donc en fait, c'est peut-être rien faire et attendre. Et ça, on te le dira jamais dans ta vie, de rien faire et attendre, alors que je pense que c'est la base de pouvoir bien vivre. C'est d'observer et de comprendre et de trouver sa place. Ouais, donc prendre le temps, c'est un bon conseil. Est-ce que tu as une ou des femmes en tête qui pourraient prendre la parole sur ce podcast? Enfin oui, j'en ai en pagaille. Ça ne m'étonne pas. J'en ai en pagaille. Mais on va concentrer, parce que sinon tu vas devoir interroger tout le Périgord vert. J'ai parlé de Chloé Mézy, qui est chef d'orchestre, qui est issue du milieu rural et qui est chef d'orchestre à l'international. Et c'est rare, les chefs 2FE. Voilà, une femme chef d'orchestre qui continue de revenir être chef à l'harmonie de Thiviers. Ouais. Voilà, 3500 habitants, que des amateurs et amatrices, donc quand même. Et la ressourcerie de Thiviers, ça s'appelle la Récréative. Elles sont pas issues du territoire, je pense. Non, mais elles sont bien ancrées dedans, certaines depuis très longtemps. Mais c'est donc 3 femmes qui avaient un projet qui n'était pas forcément lié à la base et qui, en fait, pour un projet, se sont organisées ensemble et ont réussi quand même. Et elles se sont débrouillées du début à la fin et à trouver un local et à le louer et à se financer, leur travail. Et maintenant, aujourd'hui, elles recrutent des personnes. Et elles ont fait ça toutes seules. Donc leur histoire à chacune d'entre elles, en plus, c'est vraiment très particulière, de leurs origines, d'où elles viennent, de leurs choix, de pourquoi venir vivre en milieu rural. Chacune, pour les connaître, c'est vraiment quelque chose de Donc là, chouette. j'en ai 4, déjà. Ouais, voilà. Et je me contrains. Bertie, est-ce que tu es heureuse dans cette vie? Ouais, ça va. Oui, je suis contente des choix que j'ai faits, en tout cas. Très belle phrase. Qu'est-ce que t'apporte cette vie? Je me sens intègre. Et ça, c'est quelque chose qui m'apporte
de la joie, de me sentir intègre. Ouais, c'est quand même un sacré truc, je trouve, de se sentir intègre. C'est entre nos idéaux et arriver à les mettre en place, c'est pas simple. Hein. Le kiff ultime dans cette nouvelle vie ? De manger du pain chaud. Et de ne pas avoir le bide gonflé. C'est vrai. Hein. Oh, c'est vrai ? Je crois que vraiment, c'est manger du pain chaud, c'est mon kiff. Ok, très bien. Ça me met vraiment en joie. C'est simple. Eh bien, on va terminer par cette magnifique phrase de Bertie. Mon kiff dans la vie, c'est de manger du pain chaud. Eh bien, écoute, merci Bertie. Eh ben, merci à toi, ça m'a fait plaisir. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!